Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue. Merci de votre aimable et constante fidélité au programme de votre chaîne. Bienvenue dans l'émission La Grande Interview qui reçoit aujourd'hui Alioune Gueye, le président du Réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM. Les thèmes que nous allons aborder seront entre autres missions et objectifs du RENAGEM, mais aussi l'actualité socio-politique du pays. Bonsoir, monsieur Alioune. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, ma première question, parlez-nous du RENAGEM. Quelles sont vos principales missions? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier, remercier Pinal TV et l'émission La Grande Interview. Je suis très honoré de faire partie de vos invités. Le RENAGEM, au fait, c'est le réseau national de la jeunesse du Mali. Ensuite, le RENAGEM, c'est un réseau qui a été lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le projet PASAOP du ministère de l'Agriculture. C'était en 2002 à travers le Forum national de la jeunesse sur la santé de la reproduction et le VIH-Sida. C'est un réseau aussi qui a été présidé successivement par trois personnalités. M. Sidiki Kone, depuis sa création en 2002. Ensuite, M. Brema, le docteur Brema Diallo, communément appelé Crémon, qui était secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de la jeunesse en 2017, qui a présidé le réseau. Et moi-même, Alioune Gueye, président depuis 2010 du réseau national de la jeunesse du Mali, qui aujourd'hui est en train de se transformer en une ONG. Donc, comme je l'ai si bien exprimé, c'était la volonté des autorités d'alors de pouvoir répondre à la problématique de l'implication et de la participation des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de la santé de la reproduction. 2010 déjà, on était en plein dans les questions de lutte contre le VIH-Sida. Donc, au fil du temps, le réseau qui était constitué d'associations a souhaité faire des réformes. Et les réformes nous ont amenés à mettre en place un conseil d'administration, un secrétariat exécutif et une instance de décision qui est l'Assemblée générale, animée par les associations qui la composent. Donc le réseau s'est détaché un peu de l'emprise du ministère de la Jeunesse et a pris un peu son indépendance par rapport aux actions et aux initiatives. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le réseau est animé par les jeunes. La question de savoir nos missions, c'est de promouvoir le leadership jeune en tant que réponse pour les questions liées à la santé, notamment la santé des jeunes, les questions liées à l'emploi pour faire face au chômage des jeunes, aussi les questions liées au changement climatique, à la question de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous intervenons dans ces différents domaines d'intervention qui met en valeur ou en position la question de la jeunesse qui est au centre de toutes les problématiques. Parce qu'aujourd'hui, les trois principaux défis qui se posent à la jeunesse, c'est la santé. Non, ce n'est pas seulement la jeunesse, mais à tout être humain, c'est la santé. Ensuite, la question de l'emploi des jeunes se pose avec acuité, c'est une préoccupation des jeunes, mais aussi la participation des jeunes au développement, à la démocratie, à l'animation de la démocratie, sa participation aux élections, aux instances de prise de décision, c'est des préoccupations qui ont été portées par les réseaux. Donc notre structure, aujourd'hui, après toutes ces années d'existence, vous pouvez peut-être faire un calcul pour vous rendre compte qu'il y a peu d'associations créées depuis 2002 qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas soutenues par l'État. D'accord. Alors pour l'atteinte de ces objectifs, qui sont vos partenaires? Pour l'atteinte des objectifs, nos partenaires, d'abord c'est le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports qui apporte autant que se peut son soutien. Ensuite, les départements sectoriels, je vous ai parlé de la santé. Quand nous menons des activités en lien avec la santé, nous travaillons avec le ministère de la Santé. Quand nous avons des activités en lien avec la femme ou la jeune fille, nous travaillons avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au fait, nous avons mis un certain nombre de projets
et programmes avec les agences du système des Nations Unies. Je vais citer l'UNFPA, le PNUD, l'UNICEF, la FAO, l'ONU-SIDA, le PNUD, qui sont quand même nos partenaires, plan international, Children. Le secteur privé aussi, PB Mali nous a accompagnés lors de la première édition du Forum national des jeunes filles. Plan nous a accompagnés. Nous avons eu à mettre des projets dans le cadre de Garage sans Sida avec le Haut Conseil national de lutte contre le sida à Bamako et à Sékou avec l'appui de l'ONU-SIDA. Récemment, nous avons exécuté beaucoup d'initiatives et de projets en termes de réponse des jeunes contre le VIH et contre, disons, la Covid-19 qui a fait des ravages. On a formé environ 1000 jeunes volontaires pour la sensibilisation contre la Covid. On a distribué plus d'1 million de masques lavables, de gel de lutte contre la Covid-19. On a touché plus de 3 millions de personnes dans les marchés, dans les gares routières, au niveau des garages. Eux aussi, on a fait des sensibilisations interpersonnelles, de grain en grain, de famille en famille. Donc, on a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes comme volontaires dans le cadre de la lutte contre la Covid. Nous avons même fait la couverture sanitaire des élections législatives en 2020, d'avril et de mai 2020. Donc, nous avons eu à contribuer aussi à la mise en place du projet d'action pour l'appel de Bamako suite à l'organisation du sommet mondial contre le VIH-Sida en 2011, où nous avons eu à prendre beaucoup d'initiatives dans le cadre de la sensibilisation, la mobilisation des jeunes, la formation. Donc voilà un peu les différentes initiatives et actions que nous avons menées. Et tout récemment, avec notre partenaire Equipob, nous avons réélu et adopté un certain nombre de documents stratégiques. À savoir, nous avons aujourd'hui un plan stratégique 2022-2025. Nous avons une stratégie de communication avec son plan d'action 2021-2023. Nous avons une stratégie de mobilisation des ressources auprès des partenaires avec son plan d'action 2021-2023. Nous avons réélu notre manière de procédure et de gestion. Donc nous avons engagé depuis 2021 des réformes au sein de notre organisation qui fait qu'aujourd'hui nous avons 4 programmes. 4 programmes conformément aux 4 axes de notre plan stratégique. Le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance interne du réseau. Le deuxième axe, c'est les questions de droits humains, la santé et l'hygiène. Le troisième axe, c'est la promotion des jeunes, des femmes et des filles. Et le quatrième axe, c'est consacré sur les questions de la citoyenneté, la promotion de la citoyenneté, la gouvernance locale, nationale et la paix. Donc nous avons naturellement 4 chargés de programme qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à ce que l'association puisse rapidement se transformer en une véritable ONG au service du développement national, mais au service de la promotion de la jeunesse. D'accord. Alors au plan national, les résultats obtenus sont-ils satisfaisants? Les résultats obtenus sont satisfaisants parce que le RENAGEM, c'est vraiment un véritable centre de formation. C'est une école, parce qu'au-delà de l'école académique que nous faisons et de l'école de la vie que nous faisons, nous apprenons dans une autre école qui est le mouvement associatif. Aujourd'hui, vous pouvez voir des produits du RENAGEM émerger. Je vais parler de Aïchata Bokoub, qui est très dynamique, que tout le monde connaît, Adam Diko, Sidiki Konaté, qui a fait un parcours au RENAGEM, après le RENAGEM, qui a été un cadre des Nations Unies, Namouri Traoré, qui a quitté le RENAGEM, mais qui est aujourd'hui employé dans une zone ONG internationale. Je peux vous en citer aujourd'hui une vingtaine de jeunes aujourd'hui leaders qui émergent, qui sont vraiment les vrais produits aujourd'hui du RENAGEM, qui ont passé par le RENAGEM pour pouvoir émerger. Et nous sommes très fiers d'eux. Au-delà de cela, ça a permis quand même aussi de mobiliser, d'accompagner
environ 200 associations dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, de leurs initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté aujourd'hui pour le réseau de pouvoir financer des associations, de renforcer leurs capacités, les associations membres, d'animer encore la vie associative au niveau de notre pays. Donc, on peut dire sur ce plan qu'on a eu des progrès. On a exécuté une bonne dizaine de projets, de programmes qui ont permis d'informer, de sensibiliser la population dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre le VIH/SIDA, des projets d'insertion aussi socio-économique des jeunes dans le domaine de l'emploi tel que le maraîchage et l'artisanat, la gestion des déchets, c'est des domaines où on a formé et placé des jeunes. Donc nous pouvons aussi nous réjouir du fait qu'aujourd'hui le réseau participe activement à la vie publique. Nous donnons nos avis sur l'actualité nationale. Nous participons, nous contribuons au redressement de notre pays, à la refondation de notre pays. Donc partout où la question du Mali est posée, on nous fait appel et c'est avec plaisir que le RUNAGEM y participe. D'accord. Alors, actualité oblige, quelle analyse faites-vous justement de la situation sociopolitique du pays? Bon, je pense que ce qui est de la situation politique, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation politique est tendue. Le Mali est sous embargo depuis le 9 janvier 2022. La population souffre parce que l'embargo pèse sur la population. La transition à ce stade est en difficulté. Une première phase, une deuxième phase. Si on doit inéluctablement, si on doit aller vers une troisième phase, ça veut dire que cette transition a eu beaucoup de difficultés. Ça veut dire quelque part que les objectifs n'ont pas été atteints et qu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on s'était fixé au départ. Donc, moi je pense que la situation est tendue. Le Mali est en difficulté parce que la transition est dans l'impasse. D'accord. Alors, est-ce que vous avez participé aux Assises nationales de refondation ou encore des structures affiliées au RUNAGEM? Oui, notre association, notre mouvement a participé aux Assises nationales de la refondation et nous avons participé à l'atelier préparatoire des assises qui a eu lieu au niveau national pour la validation des termes de référence. Ensuite, au niveau des différentes localités, nos membres y ont participé pour apporter leur contribution. Alors, à la suite, quelle analyse faites-vous de ces recommandations ici des Assises nationales? Bon, moi, je pense que on pouvait, si c'était mon avis, on pouvait se passer de ces assises. Parce que pour moi, ces assises-là n'étaient pas une priorité pour cette transition. Rappelez-vous, lorsque la transition se mettait en place, parce que j'ai pleinement participé aux concertations nationales sur la transition les 10, 11, 12 septembre qui ont adopté une charte et la charte avait 5 et 6 objectifs. Et quand on prend les objectifs de départ, que ce soit avec la première phase de la transition menée par Mbandao et son excellent Mbandao et le Premier ministre, son excellent Mokhtar Wade, les objectifs fixés par la transition n'étaient pas atteints. Qu'il s'agisse de la deuxième phase aujourd'hui pilotée par son excellence le colonel Assimi Goïta et son excellence le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les objectifs aussi de la transition n'ont pas été atteints, même si on peut dire qu'il y a eu des améliorations, des actions posées de part et d'autre. Donc, c'est pour vous dire que simplement, les objectifs visés aujourd'hui par notre transition n'ont pas été atteints. Les objectifs de départ, c'était d'assurer la sécurité des Maliens sur toute l'étendue du territoire national, la réforme du système éducatif, c'était aussi de pouvoir calmer, baisser
apaiser le climat social, c'était pour engager le pays dans des réformes institutionnelles et politiques, c'était aussi pour organiser les élections. Mais pour toute transition, le premier résultat qu'on mesure ou qu'on regarde, c'est au thème de l'organisation des élections. Quand tu prends ses priorités et ses différents objectifs, tu verras qu'aujourd'hui, on peut se réjouir depuis fin décembre de l'amélioration du climat de la sécurité, de l'amélioration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Les femmes montent en puissance, on salue, nous nous inclinons devant la mémoire des Maliens et des étrangers qui ont perdu la vue dans cette lutte contre la barbarie et le terrorisme. Il y a une amélioration de la sécurité. Ça, on peut se réjouir. Sur le plan purement politique, il y a une tension avec les hommes politiques, avec les organisations de la société civile qui ne partagent pas la démarche des autorités de la transition. C'est là où il y a l'enjeu de cette transition-là. Parce qu'aujourd'hui, si jamais on ne parvient pas, nous Maliens, à nous unir, à nous mettre ensemble, à faire un grand rassemblement pour parler le même langage, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est pourquoi, en son temps, le RENAGEM a proposé au président de la transition Bandao et à son vice-président Assimi Goïta, après la mise en place du CNT, d'élargir la base politique du CNT, d'élargir la base politique du gouvernement. Depuis ces moments-là, et aujourd'hui, vous voyez que c'est cette approche qui est mise en avant par rapport aux recommandations des assises nationales de la transition. Donc, pour nous, rien ne peut se faire sans le rassemblement de l'ensemble des Maliens. Parce que nous sommes dans une période de transition. Quelqu'un n'a pas gagné les élections pour pouvoir appliquer sa politique. Donc, pour toute décision engageant la vie de la nation, il faut s'assurer qu'il y a le maximum de consensus possible, s'assurer que vous marchez avec le maximum de personnes, le maximum de citoyens, le maximum d'acteurs. Pour qu'au niveau national, on puisse vraiment se mettre ensemble. D'où la note d'analyse aussi du RENAGEM intitulée Mali transition sur ou périr. Parce que si jamais on ne se unit pas, on va périr ensemble. Parce que nous n'avons que le Mali comme pays. Donc les Maliens doivent taire les querelles autres là pour se mettre ensemble. Et pour mettre tout le monde ensemble, nous avons dit seul le président de la transition peut le faire. Parce que c'est lui qui est sur les leviers du pouvoir. C'est lui qui peut rassembler les gens et il doit travailler à rassembler des gens. Même si vous voyez qu'on a été obligé, aujourd'hui la CEDEAO et l'UEMOA ont pris des sanctions très dures, très inhumaines contre le Mali. C'est parce qu'ils ont senti qu'à l'intérieur, il y a cette fracture sociale, politique qui empêche la transition d'aller de l'avant. Donc pour moi, les priorités, ce n'était pas forcément les assises nationales de la transition. On y a mis de l'argent, on a mis de l'énergie, on a mis du temps. Et le gouvernement, les autorités de la transition n'avaient pas besoin d'attendre les assises de la transition pour proposer un calendrier à la CEDEAO. D'accord. Donc les propositions que vous avez introduites n'ont pas été prises en compte par la transition. Nos propositions n'ont pas malheureusement été introduites, prises en compte par la transition. Et vous avez remarqué que le président Assimi, dès qu'il parle, il dit qu'il est jeune, il veut que les jeunes l'accompagnent, mais sa porte est fermée, hermétiquement fermée. Il n'est même pas accessible. Tu fais des contributions, tu envoies à la présidence, on ne te répond même pas. Mais on le fait quand même. On fait des propositions, on publie pour que les acteurs puissent remarquer. Et lors de son adresse à la nation, le président Assimi a encore fait un appel à la jeunesse. Maintenant, s'il veut que la jeunesse l'accompagne, il faut qu'il écoute la jeunesse consciente.
pas la jeunesse manipulée ou manipulaire, mais la jeunesse qui puisse lui dire la vérité, même si cette vérité ne va pas lui plaire. C'est ça aussi la responsabilité que nous avons en tant qu'acteurs de la société civile. Donc on se bat pour notre pays. Aujourd'hui, on est convaincu que c'est lui qui a les rênes du pouvoir, qu'il faut l'aider, il faut le conseiller, il faut l'accompagner, il faut soutenir pour que nous sortions très vite de cette transition. Et je dis, les sanctions de la CEDEAO, on aurait mieux fait de les éviter que de les endosser. Parce que ça fait souffrir inutilement la population, ça fait arrêter les investissements, même des partenaires qui interviennent dans l'humanitaire, qui interviennent auprès des ONG, qui interviennent dans d'autres domaines avec les Maliens. Donc, les conséquences de ces sanctions, ce ne sont pas seulement économiques. Il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences humanitaires, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences sur l'investissement. Donc, il faut qu'on travaille rapidement à sortir de ces sanctions-là pour le bonheur et pour l'honneur des Maliens. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette guerre de communication ou diplomatique, si je pourrais employer ce terme, entre le Mali et la France? Vous savez, ce qui se passe entre le Mali et la France était prévisible. C'était prévisible dans la mesure où, depuis des années, la France est habituée, la politique française est habituée à dicter sa volonté aux États africains, surtout les États colonisés par la France. Et pour ce faire, ils avaient comme soutien, support, des présidents africains qu'ils tenaient, soit pour des appels d'argent en Europe, soit pour des affaires de corruption à l'intérieur dont ils ont des dossiers. En tout cas, ils ont des dossiers contre ces chefs d'État. Et quand il y a eu le changement de régime en 2020, les jeunes officiers qui sont venus n'avaient aucun rapport avec la France. Et malheureusement pour la France, c'était des jeunes qui étaient sur le terrain. Donc qui voyaient les humiliations de la France vis-à-vis de notre armée, qui voyaient les contraintes de la France vis-à-vis des populations maliennes, vis-à-vis même de la gestion de cette crise-là. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, vous avez des jeunes sous-officiers qui sont ils ne sont pas dans les scandales. Ils n'ont pas de compte en Europe. Ils ne sont pas impliqués dans la corruption. Donc la France n'a aucun moyen de les tenir pour le moment. Voyez-vous des gens qui ont vécu des difficultés à cause de la gestion de la crise ou de la lutte contre le terrorisme en France, qui arrivent au plus haut sommet du pouvoir. Ils ne sont pas tenus la France, c'est des patriotes, c'est des jeunes qui ont leur avenir ici, qui ont leur famille ici. Alors ils cherchent à équilibrer le jeu. À équilibrer le jeu en corrigeant selon eux les insuffisances dans la collaboration entre le Mali et la France, à rectifier les tirs. Moi je savais que tout le renseignement était dans la main de la France depuis Jacques, je le savais. Je savais que notre avion ou bien l'armée malienne ne pouvait pas survoler notre propre territoire sans l'autorisation de la France. C'est des choses inacceptables pour tout patriote. Donc ils ont voulu mettre fin à ça. Ils ont voulu relire l'accord ou la collaboration ou l'accord qu'on avait avec la France. Cela n'a pas plu à la France. C'est pourquoi il y a eu ces derniers temps des propos incompréhensibles de la France, le Premier ministre qui aussi sort des lignes diplomatiques qui tiennent des propos. Il est dans son rôle en tant que Premier ministre. Heureusement que nous avons un excellent ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, qui se bat, qui corrige, qui essaye d'arrondir les angles par rapport aux écarts diplomatiques que les deux autorités peuvent se lancer. On est dans une véritable guerre diplomatique avec la France, parce que la France voit en ses autorités des gens qui ne se laissent pas faire. Et la France n'aime pas ça. Et les autorités aussi pensent que c'est de leur droit de défendre le Mali. Et aujourd'hui, qu'on soit pro-riche,
pro-italien, pro-français, pro-chinois. Il faut qu'on soit d'abord des pro-maliens. C'est ce qui est d'abord le plus important et je pense honnêtement que ces jeunes officiers aujourd'hui qui sont au pouvoir sont en train de travailler à rééquilibrer les relations entre le Mali et la France. Moi, je peux vous jurer qu'ils ne sont pas des anti-français. Ce ne sont pas des anti-français. Ils veulent bien que la France reste au Mali, mais ils veulent que la France reste selon le respect d'un certain nombre de normes et de procédures au niveau national. Voilà. Ils veulent seulement être respectés, définir eux-mêmes leurs priorités, déterminer l'apport de la France, alors que la France n'est pas du tout habituée à ça. Que ce soit au Mali, au Burkina, dans les pays colonisés par la France fait son dictat sur nos États. Et aujourd'hui, nos autres officiers sont en train de mettre fin à ça. Je pense que honnêtement, il faut soutenir notre diplomatie. Parce qu'on n'a pas la sécurité, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'économie, on n'a qu'aujourd'hui la diplomatie comme seule voie de faire attendre la voix du Mali. Donc pour cela, il est important de soutenir la diplomatie. Il est important que tous ensemble, d'une même voix, qu'on soutienne notre diplomatie pour que le Mali puisse sortir de cette situation. D'accord. Quel est votre dernier message avant de clôturer cette émission? Mon dernier message, c'est de dire que la situation est très difficile. Au niveau du pays, nous sommes sous embargo. Le médiateur de la CEDEAO, son Excellence Jonathan Goodluck, est là, à Bamako, avec le président de la commission de la CEDEAO, ainsi que Madame le ministre des Affaires étrangères du Ghana. Ils sont là en négociation sur le calendrier qu'on aurait dû déposer bien avant les assises. Voilà, on pouvait déposer bien avant les assises, les discussions pouvaient commencer. Nous espérons que ces discussions-là vont aboutir et que de part et d'autre, il puisse avoir une conciliation entre la nécessité de respecter la volonté du peuple par rapport aux besoins de réforme ou de réformation et les exigences statutaires de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, moi j'estime que pour sortir de cette situation, il faut une période la plus courte possible pour la transition. Parce que, imagine, on a fait une première phase, une deuxième phase, on va à une troisième phase, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons réfléchir et trouver ce qui n'a pas marché et corriger. Il ne faut pas chercher à prolonger dans une longue durée la transition. Parce que la transition, c'est une période très difficile pour le peuple. Donc, pour moi, il faut un délai raisonnable qu'on puisse trouver pour la transition. 2, il faut engager les réformes au minimum, c'est-à-dire les réformes les plus nécessaires sur la loi électorale, sur la charte des partis, etc. Et il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections, mais tout cela aussi dépend de la poursuite de l'amélioration de la situation sécuritaire. Il y a une amélioration nette qu'on a constatée. Il faut encourager le ministère de la Défense et des anciens combattants et le ministère de la Sécurité par rapport au travail extraordinaire qu'ils sont en train de battre sur le terrain par rapport à l'amélioration de la sécurité. Parce que quand on parvient à améliorer la sécurité, à libérer des zones, à les garder, à les sauvegarder, on peut bien entendu penser à l'organisation des élections ou même des réformes. Et ces réformes, aujourd'hui, quelle qu'en soit la formule, il faut que les jeunes s'organisent pour que ces réformes les soient sensibles. On a vu dans la constitution du Rwanda, c'est une constitution très sensible aux jeunes, qui donne des places aux jeunes, qui fait qu'aujourd'hui, au Rwanda, dans la vie économique, dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie sportive, les jeunes émergent naturellement. Et le Mali a besoin des réformes qui puissent permettre à ce que les jeunes et les femmes émergent naturellement sans autre contrainte. Et c'est seul dans le cadre d'une révision constitutionnelle qu'on puisse faire ça. Je demanderai aux jeunes, aux politiques, de comprendre la situation difficile du pays et tous ensemble de se mettre ensemble pour accompagner la transition. Je demanderai aux jeunes la même chose, de se mettre ensemble et de travailler pour vraiment
la réussite de la transition, mais pour faire en sorte que les réformes qui vont venir puissent être au maximum sensibles à eux. Disons, à eux, les jeunes. Donc, cela est très important. Et mon appel au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, c'est qu'il a une chance inouïe aujourd'hui d'être à la tête d'un pays dans une telle situation. Les hommes les plus valeureux se révèlent dans des moments les plus difficiles. Mais pourvu qu'il sache où mettre son pied, parce que cela est important. Et il doit travailler à rassembler tous les Maliens, sans exclusion. Il doit travailler à inclure tous les Maliens dans les prises de décisions qui engagent notre nation. Et c'est ça là où lui-même, il tire sa légitimité. Il tire sa force. C'est lorsqu'il réussira à mettre tout le monde ensemble et que tout le monde parle le même langage. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment le Mali. Et nous disons que nous sommes tous aujourd'hui obligés de soutenir la transition, tous obligés de travailler, qu'on soit dedans ou à côté, quelle qu'en soit la position que nous occupons, nous sommes obligés de travailler pour une réussite de cette transition, pour faire en sorte que le Mali puisse sortir de cette situation. Moi, j'ai foi en le Mali et je sais qu'on va se relever et on va être parmi les nations, on va être dans le concert des nations. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en vol, vous êtes bien sur Pinal TV et c'était donc l'émission La Grande Interview qui recevait aujourd'hui M. Alioune Gueye, le président du réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM. Les thèmes que nous avons abordés ayant trait donc à l'actualité sociopolitique du pays, mais aussi nous avons discuté des missions et objectifs du RENAGEM. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ainsi se referme la grande interview. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.